Bonjour à tous, alors je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je suis assez admiratif de voir que vous êtes, de voir le nombre de personnes qui sont présentes un samedi pour parler de ce sujet qui est le droit des étrangers, le droit de l'immigration. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs parce que la date est particulièrement bien choisie, puisque nous allons parler de la loi du 10 septembre 2018, mais il y a aussi les décrets d'application. Or, les décrets d'application, il y en a déjà plusieurs qui ont été publiés, et les derniers qui ont été publiés sont du 28 février, donc vous voyez, c'est quand même tout récent. Et il y a même aussi des circulaires qui ont été rédigées par le ministère de l'Intérieur, et donc nous avons de cette façon un éclairage peut-être un peu plus précis et en tout cas plus complet que ce que pouvait nous donner une simple lecture de la loi. Une loi qui, nous allons le voir, est quand même particulièrement compliquée et qui en tout cas ajoute de la complexité à un droit qui l'est déjà. Vous vous souvenez, enfin peut-être vous ne vous souvenez pas, que dans le programme du candidat à l'époque, aux élections présidentielles, il y avait quand même quelques indications quant à la politique en matière d'immigration, et il n'y avait pas forcément grand-chose, mais il y avait quand même un paragraphe qui était assez clair en disant ceci: procédure d'asile, il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'était ça, le programme du candidat à l'élection présidentielle qui a remporté les élections. Et donc, il ne faut pas être véritablement surpris par cette loi qui a quand même pour but principal de faire en sorte que tout aille plus vite. Donc il faut que les procédures, et en particulier les procédures d'asile, soient beaucoup plus rapides. Et nous le verrons, en ce qui concerne les titres de séjour, régularisation, il y a quelques dispositions dans la loi, mais ça n'était pas l'essentiel. Ce qui pose problème aussi dans cette loi, c'est la méthode d'élaboration, parce que vous vous souvenez également des lois précédentes, 2015 concernant l'asile, 2016 concernant les titres de séjour. Ce sont des lois, ces lois précédentes, qui avaient fait quand même l'objet d'un relatif consensus. Et j'y reviendrai d'ailleurs parce que la loi précisément revient sur ces dispositions qui étaient plutôt avantageuses et intéressantes. Et donc ces textes de 2015 et de 2016 avaient été pris à la suite d'une assez large concertation. Il faut se souvenir que par exemple sur la loi de 2016 sur les titres de séjour, ça faisait suite à un rapport de Matthias Fekl qui était de mars 2013. Donc 3 ans après, on a eu un texte qui, de mon point de vue, constituait quand même certaines avancées, pouvait être constitutif de certaines avancées. Et le problème, c'est que nous le verrons, je vous donnerai bien sûr des exemples, avec cette loi du 10 septembre 2018, on revient en arrière, si j'ose dire, puisqu'on va revenir sur des dispositions qui, en 2015 ou 2016, de mon point de vue, constituaient des progrès. Donc, de mon point de vue, c'est quand même une loi un peu régressive sur les bords, si vous me permettez cette expression. Et je voudrais vous rappeler que le Conseil d'État lui-même, dans un avis du 15 février 2018, et je vous l'indique parce que c'est tout à fait exceptionnel et inhabituel, le Conseil d'État, normalement, il n'est pas censé donner un avis sur l'opportunité de prendre de nouvelles lois. Le Conseil d'État, vous savez, c'est aussi le Conseil juridique du gouvernement. Lors de cet avis, il a pris position de façon très très claire et qui n'était pas forcément très sympathique à l'encontre du gouvernement en disant « mais il n'est pas opportun de légiférer maintenant ». On a eu les lois de 2015 et de 2016, il faudrait peut-être procéder à une évaluation de ces lois avant d'en rédiger une nouvelle. Et pour que le Conseil d'État dise cela, c'est que franchement, il y avait quand même un gros problème d'élaboration, alors à la fois d'opportunité, est-ce qu'il fallait vraiment prendre un nouveau texte, et problème d'élaboration, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas eu de concertation véritable.
En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une œuvre de commande. C'est comme le Requiem de Mozart, je veux dire, c'est une œuvre de commande à l'instigation, à la demande du gouvernement qui dit « moi, je veux un texte ». Et d'ailleurs, souvenez-vous, le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, à l'époque, ne s'en était pas caché en disant « mais oui, mais il faut bien qu'on fasse quelque chose, regardez ce qui se passe en Europe, nous, on veut en quelque sorte montrer nos muscles et donc on va rédiger un texte » pour bien montrer à tout le monde que la France n'est pas laxiste en matière de droit de l'immigration. Et alors évidemment, vous allez me dire, mais tout ça c'est très général, mais oui, mais enfin c'est quand même la philosophie de ce texte, et ça explique aussi le contenu de ce texte. Alors, nous verrons donc ce qu'il faut en penser, de façon plus précise, enfin vous voyez déjà un petit peu ce que j'en pense, et ce qui est certain aussi, c'est que ce texte introduit de la complexité supplémentaire. Alors tout à l'heure, je vous proposerai des schémas. Vous savez, alors quand je les ai vus, me les suis projetés, ces schémas, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment les projeter? Parce que j'ai peur de noyer tout le monde. Le droit des étrangers est déjà, mais vous le savez, très compliqué, et surtout en ce qui concerne les procédures, je vous donnerai des exemples, mais par cette loi, il l'est encore plus. Et ça pose quand même un problème. Alors ça pose un problème pas uniquement philosophique, hein. Ça pose un problème, c'est-à-dire que moi je suis très attaché à la fonction simplificatrice du droit. Là, la fonction simplificatrice du droit elle est complètement occultée. On est en présence d'une loi qui est quand même assez technique, qui n'est pas forcément toujours très claire, très précise, enfin si elle est précise, mais pas toujours très claire à comprendre, et donc le fait qu'elle soit de plus en plus, que le droit ce droit-là soit de plus en plus compliqué, ça pose un problème d'intelligibilité du droit et bien sûr d'accès au droit. Parce que quand on dit que les procédures sont de plus en plus compliquées, ça pose un problème dans la mesure où il s'agit d'accès au droit. Et il s'agit de possibilité d'exercer des recours pour contester des décisions qui sont effectivement parfois très souvent contestables. Donc c'est à la fois un problème, j'allais dire, intellectuel, mais aussi un problème pratique. C'est-à-dire qu'on introduit beaucoup de complexité et on s'y perd. Et si on s'y perd, eh bien c'est que justement on ne sera pas forcément en capacité, en mesure d'exercer le recours qui serait pourtant nécessaire. Je pense aussi, il faut avoir en tête que c'est un texte qui repose, mais ça vous le savez déjà, parce que c'est quand même le cas en matière de droits des étrangers, c'est un texte qui repose beaucoup sur la dissuasion. Donc vous voyez, la philosophie, c'est de dissuader, et nous verrons en quoi ce texte est particulièrement dissuasif. Je vous donnerai là encore des exemples précis. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais dérouler, mais j'espère que j'essaierai de m'adapter en fonction de vos préoccupations. Donc je vais dérouler l'exposé. Je vous parlerai donc de la partie asile, la partie séjour, parce qu'il y en a quand même une partie séjour, il y a quand même quelques dispositions qui ne sont pas inintéressantes concernant le séjour, la partie éloignement, donc la partie plus, j'allais dire, plus répressive. Ensuite, peut-être nous ferons une pause avec des échanges où je verrai au fur et à mesure de l'exposé si des questions surgissent, n'hésitez pas. Et puis je souhaiterais également aborder un autre chapitre qui consistera à vous traiter de sujets d'actualité, alors qui ne sont pas forcément la loi en elle-même, puisque c'est cette partie-là, asile, immigration, et ensuite un tour d'horizon, si vous voulez, d'actualité concernant le droit des étrangers, l'actualité jurisprudentielle, ou à partir de cas précis, cas particuliers, de cas concrets, ou de sujets sur lesquels nous avons travaillé, par exemple, je pense notamment aux étrangers malades ou aux apatrides de fait. Donc, si ce programme vous convient, voilà, je déroule de cette façon. Et je commence par l'asile. Alors, entrée en vigueur des dispositions, la plupart de ces dispositions de la loi Asile-Immigration entrent en vigueur. On va simplifier, parce qu'après, dans le détail, mais on va simplifier. J'essaye de simplifier quelque chose qui est compliqué. Donc, la plupart des dispositions entrent en vigueur, soit le 1er janvier, soit le 1er mars 2019. En ce qui concerne l'asile, c'est le 1er janvier. En ce qui concerne d'ailleurs l'éloignement, c'est aussi depuis le 1er janvier 2019, volet répressif 1er janvier 2019. Et c'est simplement, en ce qui concerne les titres de séjour, nous le verrons, c'est entré en vigueur le 1er mars 2019. Vous voyez, c'est tout nouveau, tout frais. Alors, asile, concernant les procédures d'examen de la demande d'asile, vous le savez, il existe deux procédures, une procédure dite normale et une procédure accélérée. Nous y reviendrons peut-être dans le cadre des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. La procédure accélérée, elle concerne
notamment, pas exclusivement, mais en pratique, c'est ce que nous rencontrons le plus souvent, les personnes qui proviennent de pays d'origine sûre. Je vous en reparlerai plus tard. Donc, procédure accélérée, procédure normale. Je commence par dans la chronologie, si vous voulez, d'une demande d'asile. Je commence par l'arrivée sur le territoire français. Alors, vous savez, ça c'était quand même très intéressant, qu'il y a eu des missions, ce qu'on appelle des missions externalisées de l'OFPRA, c'est-à-dire que l'OFPRA s'est déplacée à l'extérieur du territoire français. Et donc, ces missions-là, par exemple au Liban, au moment de la guerre en Syrie, vous avez des officiers de l'OFPRA qui se sont déplacés au Liban pour entendre des réfugiés syriens, alors qu'ils n'ont pas toujours eu le statut de réfugiés, mais qui ont obtenu au moins la protection subsidiaire. Et donc ces pratiques-là sont légalisées par un texte. Donc la loi prend acte en quelque sorte de ce dispositif qui n'était pas validé par un texte. Et donc ça a été le cas pour le Liban, mais c'est aussi le cas pour il y a aussi également des missions externalisées de l'OFPRA au Niger, par exemple. Donc la loi consacre ces dispositions-là. Au guichet unique, vous savez en gros comment se passe la demande d'asile, c'est-à-dire qu'il faut passer, on ne s'adresse jamais directement à l'OFPRA, il faut passer par une plateforme d'accueil, c'est-à-dire que c'est la plateforme d'accueil qui va prendre rendez-vous, recueillir les premiers éléments de façon à prendre rendez-vous. Donc on a plateforme d'accueil et ensuite guichet unique avec préfecture et agent de l'OFII. Donc ça c'est le schéma de la demande d'asile. Et ensuite, plateforme d'accueil, guichet unique et ensuite envoi de la demande d'asile à l'OFPRA. La loi prévoit que le délai pour enregistrer la demande à l'OFPRA n'est plus de 120, mais passe à 90 jours. Vous voyez, quand on dit qu'on veut accélérer, on réduit les délais pour enregistrer, pour présenter la demande d'asile. Donc la demande d'asile doit être enregistrée dans les 90 jours à compter d'entrée en France. Donc, avant c'était 120. Voilà, donc on essaie de gagner 30 jours. Vous avez des dispositions qui concernent le choix pour la procédure de la langue pour la procédure d'asile, choix de la langue. Donc ce sont les dispositions de l'article L 714-2-1. Alors ça, je attire votre attention là-dessus parce que ça veut dire que très tôt, il faut choisir la langue. Il faut choisir la langue, c'est-à-dire dès le début, et pas seulement lors de l'envoi du dossier à l'OFPRA. Donc ça veut dire qu'il faut que les personnes s'y préparent, et aux premiers enregistrements, dès l'enregistrement au guichet unique, c'est-à-dire guichet unique, préfecture et OFII, on va vous poser la question, on va dire dans quelle langue vous souhaitez que la procédure se déroule. Et il faudra là déjà tout de suite faire ce choix, alors qu'auparavant ce choix se faisait plus tard au moment de la demande, enfin la demande adressée, c'est-à-dire l'envoi de la demande à l'OFPRA. Ou alors si on ne choisit pas, alors c'est là où il y a quand même des choses un peu surprenantes, à défaut de choix, la langue dont le demandeur a une connaissance suffisante. Alors vous allez me dire, c'est quoi une connaissance suffisante? Eh bien écoutez, nous verrons, ce sera à l'appréciation de la préfecture. Je voulais également vous parler, mais ça j'y reviendrai sans doute après, les délais de recours contre les décisions transfert Dublin. Alors si je vous en parle maintenant, c'est parce que souvent Dublin, ça intervient au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire quand on passe au guichet unique, bien sûr, vous le savez, on prend les empreintes, et c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement entamer, en tout cas ça peut être le début d'une procédure Dublin. Donc je vous en parlerai peut-être après, les délais de recours contre les décisions de transfert Dublin qui ont été modifiés. Alors là, quand je dis que les choses sont compliquées, ils ont été modifiés 2 fois les délais, puisqu'il y a eu une première loi de mars 2018 qui a pris un délai de 7 jours, et la loi du 10 septembre 2018 dit non, c'est pas 7 jours, c'est 15 jours. Donc vous voyez, en 6 mois, on modifie le délai de recours contre les décisions de transfert Dublin. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et impensable. C'est malheureusement le lot de tous ceux qui pratiquent le droit des étrangers. Vous voyez à quel régime nous sommes soumis. Alors, demande d'asile à l'OFPRA, en précision importante, parce que moi j'ai eu le cas plusieurs reprises, c'est lorsque la demande d'asile est faite par des familles avec des enfants mineurs, donc qui accompagnent bien sûr les parents. Alors ce sont les dispositions de l'article 741-1-2, une mesure de clarification, c'est-à-dire que les demandes d'asile des enfants sont étudiées concomitamment à celles de leurs parents. C'est-à-dire que ce qui pouvait se passer auparavant, à savoir une demande d'asile pour les parents, ou pour l'un des parents,
traité avec une décision OFPRA, éventuellement recours devant la Cour d'asile, et après, postérieurement, une demande pour l'enfant, en disant, voilà, notamment, vous avez le cas pour les risques d'excision. Donc, voilà, on se disait, ben, on va en quelque sorte diviser les demandes. Il y aura un temps pour la demande des parents et on prévoyait la possibilité, qui était effectivement admise et reconnue. Là maintenant, c'est fini. C'est donc à partir du moment où la famille, les parents font une demande d'asile, ou l'un des parents fait une demande d'asile, nécessairement, sa demande, elle porte sur les risques encourus par l'adulte, mais aussi, elle concerne l'enfant. Donc ça, c'est une mesure qui simplifie, mais qui évidemment laisse un petit peu moins de latitude aux personnes de dire ben oui, je vais prolonger en quelque sorte la demande d'asile des membres de la famille en divisant les demandes. Là, ça n'est plus possible. Donc le texte vous dit simplement ceci: lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée, c'est-à-dire elle est considérée comme présentée en son nom et en celui des enfants. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas oublier d'exposer quels sont les risques exposer les risques encourus par les adultes, mais également par les enfants. Alors vous avez aussi des dispositions qui concernent l'orientation sexuelle dans la définition du pays sûr, puisque vous avez, qui peut avoir une incidence sur la liste des pays sûrs, puisque l'article L711-2 précise ceci. Alors ça, on peut considérer bien sûr que c'est une avancée, il faut quand même aussi être honnête. Donc le texte vous dit ceci, L711-2, s'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance au groupe social. Alors je fais un petit commentaire, vous savez que les persécutions, elles s'évaluent en fonction des risques pour des motifs particuliers, appartenance à une ethnie, à une minorité ou à un groupe, et justement en raison d'une appartenance à un groupe social. Alors qu'est-ce qu'on entend par un groupe social? On va peut-être pas forcément développer, mais ça concerne notamment dans certains pays les femmes qui s'opposent à l'excision ou au mariage forcé. Donc on considère, si vous voulez, que les persécutions ne sont pas liées à des motifs bien sûr politiques, ni nécessairement religieux, mais elles sont liées à une opposition des pratiques coutumières socialement admises par la société du pays concerné. Donc c'est cette notion de groupe social qui permet d'accorder le statut de réfugié, alors que les motifs ne sont ni politiques, ni liés nécessairement à une appartenance ethnique. Donc là, on précise, alors c'était déjà le cas dans la jurisprudence, mais c'est précisé par la loi. Et donc, ça peut avoir, le cas échéant, une incidence sur la liste des pays considérés comme sûrs, puisque parmi cette liste que je vais vous rappeler, des pays qui sont considérés comme sûrs, il y en a précisément qui persécutent les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Donc nous verrons, mais ça c'est à l'OFPRA de le faire, puisque vous savez que la liste des pays d'origine sûre, elle est établie par l'OFPRA. Donc nous verrons ce que va en dire l'OFPRA. Je vous le rappelle, la liste des pays d'origine sûre, c'est parce qu'on considère que ces pays sont présumés en quelque sorte respecter les droits de l'homme. Et c'est ce qui permet le placement en procédure accélérée. C'est ce qui permet procédure d'asile beaucoup plus rapide. Alors, cette liste, je vous la rappelle, vous avez l'Albanie, l'Arménie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Sénégal. Alors, justement, ces pays-là peuvent poser problème au regard de la nouvelle définition, puisque ces pays-là peuvent être considérés comme persécutant les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Donc normalement, ils ne devraient pas figurer sur cette liste, ils ne devraient plus figurer sur cette liste des pays d'origine sûre. Et d'autres pays, ancienne République yougoslave de Macédoine, Maurice, Moldavie, Monténégro, Mongolie, Serbie, Kosovo. Donc là, nous attendons de savoir ce que dira l'OFPRA concernant cette liste des pays d'origine sûre.
Alors, autre innovation dans la loi, la convocation à l'OFPRA peut se faire par tout moyen. Je vous laisse méditer sur ce qu'il faut entendre par tout moyen. Et donc, ça veut dire que ça peut être par SMS et par une plateforme Internet. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, puisque c'est simplement prévu par la loi. Et alors ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Non seulement c'est la convocation, mais la notification des décisions par tout moyen. Alors évidemment, le texte précise garantissant sa réception personnelle. Donc ça veut dire que la décision de l'OFPRA peut être dématérialisée. Alors sous quelle forme exactement ça va être notifié, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va être par un SMS, par une décision par SMS, ou alors sur une plateforme Internet? Enfin, évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que l'OFPRA n'est pas obligé de le faire, mais il a la possibilité de le faire. On peut raisonnablement penser que, puisque l'objectif c'est de faire en sorte que tout aille beaucoup plus vite, on peut raisonnablement penser que cette faculté va être utilisée par l'OFPRA. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que nous ne savons pas encore très bien à quelle sauce nous allons être mangés. Mais je ne vous cache pas que je suis quand même un petit peu inquiet, parce que déjà, par la lettre recommandée avec accusé de réception, ça peut poser des problèmes que vous connaissez. Les personnes ne veulent pas retirer les plis, ou ils sont retirés, enfin ils ne sont pas retirés, donc la notification est quand même valable. Et puis je vous dirai aussi quelques mots des incidences quant au délai de recours. Donc nous sommes un petit peu inquiets concernant cette possibilité, mais qui est, vous le voyez, prévue par la loi. Et bien si, voilà, justement, je voulais vous en parler, j'en arrive au délai de recours contre les décisions de l'OFPRA. Vous le savez, enfin, oui, vous le savez, désormais, il faut faire très attention à ça. Alors là, je n'ai pas fait de schéma, j'essaie de ne pas vous embrouiller. La demande, quand vous recevez une décision, donc vous connaissez la procédure, demande à l'OFPRA, généralement un entretien, et la décision, et avec un interprète bien sûr, la décision est prise à l'issue après cet entretien. La possibilité d'exercer un recours, alors c'est toujours un délai d'1 mois pour exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA. Mais en pratique, on ne dit pas que c'est un délai d'1 mois, puisque le plus souvent on fait une demande d'aide juridictionnelle, de prise en charge financière, les frais d'avocat soient pris en charge par l'aide juridictionnelle, et la demande d'aide juridictionnelle, elle doit impérativement être faite dans les 15 jours. Si vous ratez les 15 jours, vous n'avez plus droit à l'aide juridictionnelle. Alors vous avez toujours le droit de faire un recours, à condition que vous soyez toujours dans le délai d'1 mois, mais la demande d'aide juridictionnelle, elle doit être faite dans ce délai de 15 jours. Et, alors vous allez voir, c'est quand même subtil, avant, ancien système, et nous, on commence on est un petit peu sur, là, on est un peu sur la cour de raid, là. Nous, on essaye d'être le plus vigilant possible. L'ancien système, c'est, vous avez une décision de rejet de l'OFPRA. Vous avez 15 jours, vous faites la demande d'aide juridictionnelle. Vous attendez tranquillement la réponse de l'aide juridictionnelle. Quand vous avez l'accord du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, ça vous est notifié. Donc vous recevez la décision qui accepte l'aide juridictionnelle, qui désigne l'avocat, et cette décision fait courir un nouveau délai d'1 mois. Ça, c'est l'ancien système. Alors, vous oubliez ce que je viens de vous dire, parce que le système a changé. Alors, j'ai discuté récemment avec un député qui me dit, vous avez vu, c'est quand même très bien, au début, on voulait limiter le délai de recours à 15 jours, c'est resté 1 mois. Je dis oui, c'est très bien, mais vous avez quand même oublié justement ce problème de l'aide juridictionnelle, c'est que désormais, le système, il est le suivant. 1. Décision rejet OFPRA. 2. Je fais ma demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours. 3. J'attends de recevoir la décision d'aide juridictionnelle, sauf que quand je reçois la décision d'aide juridictionnelle, je n'ai plus 1 mois, mais j'ai 1 mois moins le délai entre la décision de rejet OFPRA et la demande d'aide juridictionnelle. Donc, je prends un exemple. Si par exemple vous avez la décision de rejet OFPRA, vous faites la demande d'aide juridictionnelle dans les 10 jours. Quand vous allez recevoir l'accord de l'aide juridictionnelle, vous n'aurez pas 30 jours pour faire le recours. Vous aurez 30 jours moins 10. Donc vous n'aurez plus que 20 jours pour faire votre recours. Voilà. Donc, c'est le nouveau système. J'espère que vous avez
compris. En tout cas, il faut faire très attention à ça, puisque évidemment, on a pris l'habitude de compter les délais d'un mois. Et alors, mais c'est quand même compliqué, et ça suppose, j'attire votre attention là-dessus, parce que nous nous sommes rendus compte, quand vous recevez la décision d'aide juridictionnelle, qui désigne l'avocat, vous ne pouvez pas faire ce décompte des délais, parce que vous ne savez pas à quelle date la demande d'aide juridictionnelle a été, ou en tout cas, vous ne savez pas à quelle date la décision de l'OFPRA vous a été notifiée. Donc vous ne savez pas si la demande d'aide juridictionnelle, elle a été faite dans les 5 jours, les 10 jours ou les 15 jours. Donc quand vous recevez la décision d'aide juridictionnelle, si vous avez que la décision rejet OFPRA et que la décision d'aide juridictionnelle, eh bien vous ne savez pas s'il vous reste un délai d'un mois, ce qui peut être possible si vous avez fait la demande d'aide juridictionnelle tout de suite, vous ne savez pas s'il vous reste un délai d'un mois, de 20 jours ou de 15 jours. Donc ça veut dire, concrètement, il faut faire très attention à ça, et dès que vous recevez la décision de rejet OFPRA, alors moi je me bats avec ça, je leur dis à chaque fois, mais envoyez-moi la copie notification du rejet OFPRA. C'est fondamental pour moi que je sache où j'en suis dans mes délais, et que je sache s'il me reste 10 jours, 15 jours ou moins que ça pour faire mon recours devant la Cour d'asile. Voilà. Donc le message que je fais passer, mais vous savez, je vais le faire passer aussi dans les jours qui viennent, parce que voilà, on reste, mais c'est normal, hein, on reste sur des schémas classiques, et là il va falloir être beaucoup plus vigilant. Donc ça, évidemment, clairement, si vous voulez, c'est quand même pas un progrès. Hein. C'est une difficulté supplémentaire, et c'est un point sur lequel il nous faudra être encore plus vigilant. Alors, sachant qu'il y a une astuce, enfin, une astuce, non, c'est pas vraiment une astuce, mais d'un point de vue stratégique, il est possible, lorsqu'on est un petit peu court comme ça dans les délais, il est possible de faire un recours, j'allais dire, qui ne soit pas très très étayé. Un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le risque, c'est que si le recours n'est pas très très étayé, vous ayez ensuite ce qu'on appelle un rejet par ordonnance, c'est-à-dire que le juge va dire bah oui, déjà le dossier n'est pas très très solide, et en plus dans le recours vous ne dites pas grand-chose. Donc moi je rejette par ordonnance, c'est-à-dire que je ne convoque même pas la personne à l'audience. Donc, alors ceci étant, inversement, moi je discutais avec un assesseur de la Cour d'asile qui me dit de toute façon les recours on ne les lit pas et on ne les regarde pas. Et c'est vrai que la Cour d'asile n'est pas forcément toujours très très regardante sur le contenu des recours. Moi, je peux vous donner des exemples où nous sommes passés en formation collégiale, alors que dans le recours, enfin, il était manuscrit, il n'était pas dactylographié, il y avait 3 lignes pour dire, en gros, je conteste, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je ne vous engage quand même pas à procéder de cette façon, parce qu'encore une fois, le risque, c'est qu'on vous dise, mais attendez, votre recours, il est quand même singulièrement simple, simpliste, et il manque un petit peu quand même de substance. Donc voilà, le risque, c'est quand même que ce soit rejeté d'emblée par voie d'ordonnance. Autre dispositif qui pose, semble-t-il, alors ça on pourra en discuter, mais qui pose problème, c'est la généralisation des vidéos audiences. Et donc désormais c'est possible, alors c'est possible notamment en matière de contentieux de la liberté et la détention à l'occasion des placements en rétention, mais donc c'est possible dans un certain nombre de procédures, y compris la procédure d'asile. Donc procédure Cour nationale du droit d'asile, le législateur a prévu que cette convocation, l'audience par vidéo-audience, est possible. Et alors non seulement elle est possible, mais les requérants ne peuvent pas s'y opposer. Donc il n'est plus question, c'était le cas avant, mais maintenant c'est fini, il n'est plus question de consentement, d'accord des requérants à la vidéo-audience. La Cour d'asile essaye de les mettre en place, depuis le 1er mars, mais les premières audiences n'ont pas eu lieu, elles ont été reportées en raison de protestations de la part des avocats, mais elles étaient prévues notamment à Lyon et Nancy. Et bien sûr, ça devait se généraliser, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'Est, après ça sera à l'Ouest, donc pour nous ça pourrait être la Cour administrative d'appel de Nantes, mais les avocats se sont farouchement opposés à ce dispositif qui est prévu par la loi, et donc les audiences prévues en vidéo-audience, ces audiences ont été pour l'instant, en tout cas, reporté. Alors, nous verrons ce qui va se passer. Je vous précise quand même que ces audiences, elles existent déjà pour ce qui concerne la demande d'asile en Outre-mer. Donc, les DOM-TOM sont soumis à ce régime-là de la vidéo-audience. Le débat est ouvert sur cette question.
Peut-être qu'on y reviendra. Moi, je vous dirai peut-être, mais plus tard, je pourrais vous dire ce que je pense de ces vidéos audiences. Alors, je vais peut-être terminer cette première approche concernant l'asile. Et puis peut-être que nous ferons une pause. Enfin, en tout cas, je ferai une pause pour vous permettre éventuellement de poser des questions. Alors, autre possibilité prévue par la loi, procédure à juge unique en cas de retrait de la protection fondée sur la menace grave à l'ordre public. Donc, alors je vous laisse méditer sur plusieurs choses, mais notamment sur cette notion de menace grave à l'ordre public. Là encore, je peux vous faire part d'une discussion avec un assesseur de la Cour nationale du droit d'asile qui s'oppose à ce type de mesure. Menace grave à l'ordre public, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui a commis une infraction, mais il faut que ce soit une infraction quand même assez grave, sinon on ne peut pas qualifier ça de menace grave à l'ordre public. Et pour un juge de la Cour d'asile, le fait que ce soit jugé à juge unique, donc une seule personne, ça peut poser problème, parce qu'effectivement, la collégialité, c'est quand même important, c'est la possibilité pour plusieurs juges d'échanger sur une situation qui n'est pas forcément si évidente que ça. Le juge unique, c'est très bien quand les situations ne posent pas trop de problèmes. Quand c'est plus compliqué, c'est quand même préférable que ce soit évalué par plusieurs personnes. Et donc ça, c'est le problème de la distinction entre procédure à juge unique et procédure collégiale. Je vais, avant de m'arrêter et voir s'il y a des questions, je voulais aussi aborder... Alors, est-ce que je l'aborde maintenant? Oui, si, peut-être quand même. Je vais l'aborder maintenant, la limitation et la suppression du droit au séjour des demandeurs d'asile. La loi prévoit que le droit au séjour cesse à la date du prononcé de la décision. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites une demande d'asile, rejet OFPRA, puis décision de la Cour nationale du droit d'asile qui confirme, qui rejette la demande d'asile, évidemment, il n'y a plus de droit au séjour. Donc c'est la fin du droit au séjour. C'est la fin du droit au séjour au titre de l'asile. Et s'il n'a pas été fait de demande de titre de séjour par ailleurs, c'est la fin de tout droit au séjour et par conséquent la possibilité d'une obligation de quitter le territoire français. Dans la logique du législateur, comme il s'agit d'aller encore plus vite, on n'attend même pas la notification de la décision, c'est la cessation du droit au séjour à la date du prononcé de la décision. En réalité, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ne sont jamais prononcées. Il n'y a pas un juge qui vient à l'audience en disant « voilà, j'ai rejeté ». Les décisions, elles sont affichées. Ce qui veut dire que, là encore, les choses vont être beaucoup plus rapides. Une obligation de quitter le territoire français, une mesure d'éloignement pourra être prise très rapidement dès le prononcé de la décision, plus précisément, parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité, dès l'affichage de la décision. À la Cour nationale du droit d'asile, vous avez une pièce qui est entièrement dédiée à l'affichage des décisions. Donc vous avez des panneaux et alors j'y étais donc hier, là, vendredi, notamment le vendredi en fin de matinée, puis le vendredi à 15h. Vous avez donc là, c'est comme les sujets du bac hein, qui sont affichés, enfin non, les résultats du bac qui sont affichés, voilà, c'est ça. Toujours affichés, les résultats du bac, voilà. Donc, alors il y a toujours beaucoup de monde, il y a même la sécurité qui est là parce que c'est souvent un peu, voilà, il y a souvent du monde, donc il y a des agents de sécurité qui sont en nombre. Et donc, il y a évidemment beaucoup de monde qui regarde avec beaucoup d'attention les affichages. Et vous avez en général 3 mentions possibles. Vous avez statut de réfugié, protection subsidiaire, rejet du recours. Et une 4e mention, c'est parfois les affaires sont renvoyées. Voilà. Et donc, ça, c'est l'affichage. Donc, ça veut dire, à compter de ce moment-là, la préfecture, si elle est informée, si elle regarde sur son ordinateur, peut dire, moi, c'est bon, je prends l'OQTF. On n'attend même pas la notification par lettre recommandée avec de réception. Voilà, on n'a pas besoin d'aller voir l'affichage à la préfecture. Comment? La préfecture n'a pas besoin Non, d'aller voir l'affichage. la préfecture n'a pas besoin de se déplacer. Mais par contre, nous, oui, parce que nous, le problème, alors nous, les avocats, si vous voulez, on reçoit les décisions. Mais ça fait partie des problèmes de fonctionnement.
moi, il y a récemment une décision par la voie dématérialisée, puisque moi on est sur une plateforme, hein, nous on reçoit un certain nombre de choses par voilà, cette plateforme internet, et donc par la voie dématérialisée, je suis censé recevoir la décision. Mais là, il y a alors je ne savais plus quoi faire, parce que moi évidemment, je ne me déplace pas quand je vais à Montreuil-sous-Bois, je ne vais pas me déplacer pour aller voir ce qui est affiché. Hein. C'est quand je suis éventuellement à une audience que je vérifie, je regarde ce qui est affiché. Mais sinon, je ne me déplace pas. Et donc, je suis censé le recevoir par CNDMAT, là, cette plateforme internet, sauf que, ça m'est arrivé là, je reçois en réalité la décision par la voie dématérialisée, hein, pas par recommandé d'exception au client. Je reçois ça 3 semaines, 1 mois après. Donc ça, c'est... Voilà. Non mais ça, bon, nous verrons, parce que il faut quand même que vous sachiez que la juridiction, la Cour nationale du droit d'asile, est quand même très largement débordée, et qu'en ce moment, on n'a aucune visibilité sur les délais. Moi, hier, j'étais à une audience pour une personne pour laquelle nous avons fait un recours, attendez, je ne me trompe pas, il y a presque en mai 2017. Mai 2017. Donc voilà, alors je vous rappelle que dans les délais qui sont prévus, normalement par la loi, même s'il n'y a pas de sanction, la procédure normale, c'est que la Cour nationale du droit d'asile doit statuer dans les 5 mois, et en procédure accélérée dans les 5 semaines du recours. Ce sont des délais qui ne sont jamais, qui à une certaine époque, il y a quelques temps, étaient un peu respectés. Maintenant, c'est fini, on oublie, on est sur des délais qui sont alors là, du coup, beaucoup rallongés. Oui, et alors je termine, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je m'arrête pour éventuellement recueillir vos questions, vos observations. Autre innovation dans la loi, donc je reprends cette distinction entre procédure accélérée et procédure normale. Avant la loi du 10 septembre 2018, tout était simple. C'est-à-dire qu'on attendait le résultat de la procédure normale ou accélérée. On attendait OFPRA, puis Cour nationale du droit d'asile. Une fois que la Cour nationale du droit d'asile a tranché, quelle que soit la procédure, accélérée ou normale, obligation de quitter le territoire français. Ce schéma-là, c'est fini. Parce que désormais, en procédure accélérée, vous pouvez avoir une obligation de quitter le territoire français dès la décision, notifiée par tout moyen, de l'OFPRA. De l'OFPRA. C'est-à-dire que dès la décision de l'OFPRA négative, de rejet, on peut avoir une mesure d'éloignement. Alors même, bien sûr, que vous exercez, parce que vous avez toujours le droit de le faire, un recours contre la Cour nationale du droit d'asile. Autrement dit, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est plus suspensif en matière de procédure accélérée. Et ça, c'est une régression. C'est une régression parce que c'est un retour au système antérieur à la loi de 2015, loi de 2015, puisque justement la loi de 2015 et la loi de 2016 constituaient des progrès de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'enfin, on était passé à quelque chose d'un peu plus cohérent qui consiste à dire procédure d'asile, OFPRA, Cour nationale du droit d'asile, et ensuite mesure d'éloignement. Non, là, on reprend cet autre schéma qui existait avant 2015, et le schéma, c'est ça. Et alors ça pose quand même ça pose plusieurs problèmes. Le législateur a prévu une usine à gaz. L'usine à gaz, c'est que, bien évidemment, il sera toujours possible de faire des recours contre cette OQTF. Et il sera notamment possible, alors j'essaie d'être le plus simple possible, il sera notamment possible de saisir le tribunal administratif pour demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué. Non mais, quand je vous dis que c'est déjà compliqué et qu'on complexifie, on complique encore, je pense que j'exagère pas. Et alors toutes les tentatives, mais si le législateur fait ça, c'est quand même, il n'est pas complètement stupide non plus, si le législateur le fait, c'est que malheureusement, ça a été validé par le Conseil d'État, dans son fameux avis de 28 février 2018, le Conseil d'État a dit « non, moi je ne vois pas d'objection juridique ».
C'est validé aussi par le Conseil constitutionnel, c'est validé aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si le législateur fait ça, c'est parce qu'il sait très bien que juridiquement, ce dispositif-là, qui est quand même très contestable, dans ses principes, peut difficilement être contesté. Et il le sera d'autant moins que nous avons, en théorie, la possibilité de saisir le tribunal administratif. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va saisir systématiquement le tribunal administratif. J'imagine assez mal laisser passer une OQTF. Alors le législateur est quand même malin parce qu'il a prévu non seulement qu'on puisse faire cette contestation à l'occasion du recours contre l'OQTF, donc dans les délais que nous verrons, mais même si l'OQTF et les délais de recours contre l'OQTF sont passés, on aura toujours cette possibilité de faire cette demande de suspension de l'exécution. Voilà. Par exemple, s'il y a à l'occasion d'un arrêté de placement en centre de rétention ou d'une assignation à résidence. Donc, ce sont les dispositions de l'article L743-3. Vous les lirez. L743-4. Donc, c'est l'application, c'est la maxime des Shadocks. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et malheureusement, ce qui risque de se passer, on a connu ça avant 2015, c'est qu'on saisissait de façon systématique le tribunal administratif pour dire mais attendez, suspendez l'exécution. Et le tribunal administratif, il va être bien embêté parce qu'il va falloir qu'on justifie de moyens sérieux. Alors les moyens sérieux, qu'est-ce que c'est? Nous verrons, ça veut dire que ce sera au tribunal administratif d'apprécier si les moyens au regard de la demande d'asile, parce que c'est ça, c'est pas des moyens sérieux contre l'OQTF, enfin ça pourrait être le cas, mais simplifions les choses. Est-ce que les moyens sérieux au regard de ma contestation portant sur l'asile, est-ce que ces moyens, en tout cas ces moyens sont sérieux? Et ça sera au tribunal administratif de trancher. C'est quand même pas une mission très facile, c'est pas facile à un tribunal administratif d'apprécier si les moyens à l'appui d'une demande, d'un rejet d'une demande d'asile, enfin d'un rejet d'asile, si ces moyens sont sérieux ou pas. C'est pas le juge d'asile, le tribunal administratif. Le juge de l'asile, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Donc les tribunaux administratifs, à mon avis, ne sont pas forcément très très heureux de ça, de ce dispositif, parce qu'ils se disent mais on va avoir encore plus de contentieux, ils en ont quand même déjà beaucoup. Et enfin, personnellement, je ne peux pas non plus me satisfaire d'un tel dispositif qui constitue une véritable régression.